Le devoir de solidarité ne relève pas seulement d'une morale aimable, d'un supplément d'âme que l'on ajouterait au jour prospère comme on pose une fleur sur une table déjà dressée. Il touche à quelque chose de plus profond, de plus décisif, la possibilité même de faire société. La communauté humaine n'existe pas par la seule juxtaposition des individus, pas davantage par la seule addition des intérêts. Elle naît lorsque des existences séparées consentent à reconnaître qu'elles sont pourtant liées, lorsqu'elles comprennent que nulle vie ne s'accomplit seule et qu'un homme, si fier de son autonomie, demeure un être de passage, de dépendance, de dette et de réciprocité. Nous aimons croire que nous nous appartenons entièrement. L'époque flatte volontiers cette illusion d'une souveraineté personnelle absolue. Chacun serait une forteresse, un projet, une volonté pure traçant son chemin à travers le monde. Pourtant, dès qu'on regarde, sans phare, la condition humaine, cette fiction se fissure. Aucun de nous ne s'est donné la vie. Aucun de nous n'a appris seul à parler, à penser, à aimer, à juger. Nous avons été portés, nourris, instruits, consolés, corrigés. Avant d'être des consciences autonomes, nous avons été des fragilités confiées à d'autres mains. La solidarité n'est donc pas d'abord une vertu facultative, elle est la reconnaissance lucide de notre condition commune. Aristote écrivait que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire un être fait pour la cité, pour la vie avec les autres. Il ne voulait pas seulement dire que l'homme aime les assemblées, les débats ou les institutions. Il signifiait plus radicalement que l'être humain n'accède à lui-même qu'au sein d'un monde partagé. Hors de la communauté, il n'est ni pleinement homme, ni pleinement libre. La société n'est pas une cage posée sur l'individu. Elle est l'horizon dans lequel sa liberté devient réelle. Or, il n'y a pas de cité viable sans ce ciment discret et puissant qu'est la solidarité. Là où chacun ne voit dans autrui qu'un rival, un instrument ou un obstacle, le lien civique se corrompt. Il ne reste plus qu'une foule inquiète, un marché nerveux, une mécanique froide. Faire société, au contraire, suppose d'admettre que le sort de l'autre ne m'est jamais totalement étranger. Cette intuition, les stoïciens l'avaient déjà formulée à leur manière, en affirmant que tous les êtres raisonnables participent d'une même humanité. Plus tard, Rousseau rappellera que la pitié, antérieure même au raffinement de la morale, nous détourne de nuire à notre semblable en nous faisant sentir obscurément que sa souffrance pourrait être la nôtre. Ce n'est pas un détail attendrissement, c'est l'un des fondements de notre vie commune. Une société qui se désaccoutume de ressentir autrui comme un autre soi-même devient peu à peu inhabitable. Elle se couvre de règles, de calculs, de contrats, mais elle perd sa sève. Elle fonctionne peut-être encore, elle ne vit plus vraiment. Le devoir de solidarité consiste alors à maintenir vivante cette conscience que l'humanité n'est pas une abstraction, mais une circulation. Car toute relation en vérité est source d'expérience et d'enrichissement pour chacune des parties. Nous parlons souvent du don comme si l'un perdait ce que l'autre gagne, comme si aider revenait à se diminuer, vision comptable, un peu triste, un peu myope. Marcel Mauss, dans son célèbre essai sur le don, a montré que donner, recevoir et rendre ne sont pas des actes périphériques. Ils structurent la vie sociale elle-même. Le don crée du lien, engage, transforme, oblige au sens noble. Il rappelle que la richesse la plus décisive n'est pas celle qu'on enferme, mais celle qui circule. Celui qui donne ne transmet pas seulement un bien, un service ou un secours. Il reçoit aussi quelque chose de moins visible, mais de plus profond, l'expérience d'une commune humanité. L'épreuve d'une ouverture, parfois même une vérité sur lui-même que l'isolement lui aurait cachée. Celui qui reçoit de son côté ne reçoit pas seulement une aide, il reçoit la preuve qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas abandonné à sa vulnérabilité comme une barque cachée dans une mer sans rive. Être aidé, ce n'est pas seulement être soulagé, c'est être reconnu. C'est sentir qu'aux yeux d'un autre, sa vie compte. Et cette reconnaissance peut relever un être plus sûrement que la seule satisfaction matérielle de son besoin. Mais il serait faux de croire que la dignité réside toujours du côté de celui qui donne. Emmanuel Lévinas nous a appris que le visage d'autrui nous convoque, nous oblige, nous arrache à notre suffisance. Ainsi, dans la relation de solidarité, le plus fragile n'est pas simplement le bénéficiaire. Il est aussi, mystérieusement, celui qui appelle l'autre à sa propre humanité.
Le besoin d'autrui devient alors, pour moi, une occasion d'élévation, non pas au sens orgueilleux d'une supériorité morale, mais au sens plus humble d'un rappel à l'essentiel. Voilà pourquoi la solidarité ne saurait être réduite à la charité verticale, parfois teintée de condescendance, où la main qui donne se contemple elle-même dans le miroir de sa générosité. Elle est d'abord un acte d'égalité profonde entre les êtres qui savent que la fortune, la santé, la force, la réussite et même la stabilité intérieure sont des biens précaires. Aujourd'hui je soutiens, demain je serai peut-être soutenu. Aujourd'hui je console, demain j'aurai peut-être besoin d'être consolé. Cette réversibilité est la vérité nue de notre condition. Elle devrait nous rendre à la fois plus modestes et plus attentifs. La solidarité n'est pas un héroïsme occasionnel, des âmes nobles. Elle est la sagesse quotidienne des êtres lucides. Durkheim, en observateur pénétrant des sociétés modernes, distinguait la solidarité mécanique des sociétés traditionnelles et la solidarité organique des sociétés plus complexes où la division du travail rend chacun dépendant de tous les autres. Son intuition demeure d'une étonnante actualité. Plus nos vies se spécialisent, plus elles s'entrelacent. Nous dépendons d'innombrables inconnus pour nous nourrir, nous soigner, nous instruire, nous protéger, nous relier. L'indépendance absolue est un mythe de salon. Dans la réalité, nous vivons de coopération visible et invisible. Dès lors, la solidarité n'est pas seulement un idéal moral, elle est une nécessité structurelle. La nier, c'est scier avec énergie la branche sur laquelle nous sommes assis. Étrange sport, il faut le reconnaître, mais assez répandu. Cependant, il ne suffit pas de constater cette interdépendance, encore faut-il lui donner une forme éthique et politique. Car une société peut être interdépendante sans être solidaire. Elle peut exploiter ce dont elle dépend. Le devoir de solidarité commence précisément lorsqu'on le refuse que la nécessité des liens se transforme en une hiérarchie des vies. Il implique de bâtir des institutions, des pratiques, une culture qui protège les plus vulnérables, non par compassion passagère, mais par justice. Simone Veil a rappelé que l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Être solidaire, au fond, c'est apprendre à prêter attention. Attention à la fatigue cachée, à la détresse silencieuse, à la dignité blessée, aux exclusions devenues si banales qu'elles finissent par se rendre invisibles. Faire société exige donc plus qu'un voisinage, cela demande un consentement actif à la relation. Ne pas subir la présence des autres, mais reconnaître en eux la condition de notre propre accomplissement. Il y a dans la solidarité une poésie discrète. Elle tisse entre les êtres un fil qui ne les confond pas mais les relie. Elle permet à chacun de demeurer singulier, sans devenir solitaire. Elle n'abolit pas les différences, elle leur donne un lieu commun, où elles cessent d'être des menaces pour devenir des ressources. Une société vraiment humaine n'est pas celle où nul n'a besoin de personne, rêve absurde, désert bien peigné, mais celle où nul n'est abandonné lorsqu'il a besoin des autres. Le devoir de solidarité nous rappelle enfin que vivre ensemble n'est pas simplement coexister, mais s'augmenter mutuellement. Dans toute rencontre juste, il y a un échange plus vaste que ce qui se voit. Celui qui donne reçoit la joie grave d'avoir répondu à un appel. Celui qui reçoit offre à l'autre l'occasion de sortir de lui-même. Et tous deux découvrent que la relation n'est pas une perte de soi, mais un approfondissement. La société n'est peut-être dans cette vérité simple et lumineuse. Nous ne devenons pleinement humains qu'en acceptant d'être responsables les uns des autres. Non par faiblesse, mais par grandeur. Non malgré notre liberté, mais par elle. Non comme un sacrifice stérile, comme la plus féconde manière d'habiter le monde.